Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Je remercie tout d'abord la région Nouvelle-Aquitaine pour cette invitation ainsi que les organisateurs. Je suis biologiste médicale et je suis hospitalo-universitaire dans le domaine de la nutrition. Alors il est vrai que ce colloque s'inscrit probablement dans une vision holistique de la santé et peut reposer sur le concept de ce qu'on appelle depuis quelques années le One Health, c'est-à-dire une seule santé, dans laquelle la santé humaine est en lien très étroit avec la santé des animaux et la santé de l'environnement. Pour ce qui est de la nutrition humaine et de son lien avec la santé, aux côtés d'une activité physique est indispensable, je crois qu'il y a 2 maîtres mots à retenir. C'est la notion de l'équilibre nutritionnel et de la diversité nutritionnelle. Il faut quand même retenir aussi que la nutrition, ce n'est qu'une partie de tout un ensemble multifactoriel et qu'elle peut ne pas suffire à avoir une bonne santé. Et puis, comme vous le savez, manger, c'est indispensable, bien sûr, pour la survie, mais ça n'est pas que cela. Et vous avez listé sur la partie gauche toutes les autres facettes de cette grande notion de la nutrition, c'est-à-dire la part hédonique, la notion de l'identité culturelle, nos traditions, les origines des pays, les terroirs, mais aussi l'éducation, les notions de religion et bien sûr le coût qui a également été évoqué. Alors il y a une représentation assez intéressante de la nutrition et de cette fameuse diversité et équilibre, c'est ce qu'on appelle la pyramide alimentaire. Sur la partie basse, vous avez ce qui doit se consommer tous les jours, peut-être sans modération, et plus vous montez, plus vous avez les choses qui doivent être consommées de façon plus occasionnelle dans une perspective de santé. On voit, c'est la flèche bleue, que les produits laitiers ont une bonne part avec une consommation qui est préconisée chaque jour. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans ce qu'on appelle le Programme national nutrition santé. C'est un programme de prévention à l'échelle de la France qui est en cours depuis pas mal d'années et qui nous donne dans sa dernière représentation 3 grandes indications. Ce qu'il faut augmenter au niveau nutrition, ce qu'il faut plutôt réduire et les choses vers lesquelles il faut aller. Et de nouveau entouré en bleu, vous avez justement cette consommation des produits laitiers. Et puis, depuis assez peu d'années, l'apparition des préconisations d'aliments de saison, d'aliments produits localement, d'aliments bio. Ce PNNS, de façon plus précise pour les produits laitiers, il nous dit d'aller vers une consommation suffisante, mais limitée. Et globalement, c'est 2 portions par jour pour les adultes. Encore faut-il savoir ce qu'est la portion. Elle est donc précisée, c'est 30 grammes de fromage, 125 grammes de yaourt ou encore 150 millilitres de lait. Maintenant, au plan purement nutritionnel, puisque c'est le sujet, peut-on faire une différence entre les produits crus et les produits pasteurisés? En fait, si on part du produit lait lui-même, on peut dire qu'il n'y a pas de différence très significative au plan nutritionnel entre les 2 catégories. Mais par contre, on va trouver des différences significatives liées à la transformation, à l'évolution du produit, en lien avec l'environnement et ou le process. Et comme cela a été déjà très largement développé, vous savez bien que dans le produit cru, il y a beaucoup de variabilité. C'est lié aux saisons, à la météo, au terroir et même à l'intérieur du terroir, à la ferme. Par exemple, on va avoir un fromage qui sera plus ou moins gras selon les saisons ou l'endroit. Alors qu'à droite, dans le lait pasteurisé, l'objectif va plutôt être d'atteindre quelque chose d'homogène, finalement une espèce de recette qui parfois d'ailleurs n'est pas complètement dévoilée. Pour aller un peu plus avant dans les constituants nutritionnels de ces produits laitiers, on a un répertoire général des aliments, c'est la table SIQUAL, qui insiste par exemple sur certains, mais ce ne sont pas les seuls constituants, le calcium, les lipides, les protéines, et nous allons y revenir tout de suite. On voit d'emblée que nos barres grises ont différentes tailles, ça veut dire que les constitutions peuvent être différentes selon la nature des aliments. Le calcium, tout d'abord, eh bien, il est fondamental dans la santé pour l'organisme au niveau des tissus durs, que ce soit le squelette ou les tissus dentaires. Mais je vous ai mis que finalement, il n'y a aucune différence entre les produits crus et les produits non crus. Vous avez une petite échelle, mais qui est dépendante vraiment de la nature et de l'origine des fromages. Ensuite, arrivons aux protéines. Et j'ai d'abord marqué en haut à droite que finalement, là non plus, il n'y a pas nutritionnellement de différence entre les produits crus et les produits non crus. On pourrait quand même faire une parenthèse pour parler de la bêta-lactoglobuline. On sait que c'est le lactosérum qui est largement constitutif au niveau protéique dans les produits laitiers. Et au sein de celui-ci, nous avons pour 50% la bêta-lactoglobuline. Alors c'est vrai que c'est une protéine qui a une très bonne valeur nutritionnelle.
Cela signifie qu'il y a des acides gras dits essentiels, c'est-à-dire qu'ils sont obligatoirement apportés par l'alimentation, et en plus, avec une bonne capacité de l'organisme à les absorber, mais aussi à les utiliser. On pourrait citer un de ces acides aminés, par exemple la leucine, qui optimise la récupération musculaire, et on en entend parler dans le monde des sportifs, ou encore le tryptophane, qui est un très bon régulateur dans toute la voie du sommeil et de l'humeur. Je vous ai marqué aussi quelques propriétés de transport sur lesquelles on dira un mot ensuite. Alors, il est vrai qu'au cours de la pasteurisation, cette bêta-lactoglobuline subit une dénaturation partielle, elle n'est que partielle, et on perd en effet 10 à 20% de cette valeur protéique. Alors, je vous ai cité la notion de propriété de transport, un petit peu comme le tram qui va nous transporter des passagers. Eh bien, cette protéine, c'est vrai, peut fixer des acides gras, mais aussi des vitamines. On a la vitamine A et la vitamine D. Et vous avez ici deux représentations d'une grande enquête qui s'appelle INCA, qui a été menée en France sur la consommation, les conséquences sur la santé, etc. des consommateurs français. Et on trouve souligné par les flèches rouges qu'en effet, les produits laitiers, que ce soit chez les adultes ou chez l'enfant, véhiculent tout un tas de constituants, dont la vitamine A et la vitamine D, dont on connaît toutes leurs implications sur le système nerveux central, sur la vision, le squelette, mais aussi l'immunité. Alors on voit que dans cette représentation, il n'y a pas que ces vitamines, on retrouve d'autres minéraux, et c'est l'occasion de dire un tout petit mot sur le sel. Le sel, vous le savez certainement largement mieux que moi, il y a une réglementation sur cette utilisation de sel dans le process de fabrication des fromages. Mais quand on parle de sel, on parle souvent en termes de santé aussi du risque d'hypertension. Et qui dit hypertension, c'est les maladies cardiovasculaires, l'infarctus, l'AVC, etc. Et l'Organisation mondiale de la santé, d'ailleurs, préconise de ne pas dépasser 5 grammes par jour de sel. Or, dans l'alimentation des Français, c'est la représentation du haut, on voit où l'on trouve les sources de sel. Alors le Français mange du pain, donc c'est sa première source de sel. Et on voit en rouge les produits laitiers, les fromages en particulier, qui, ma foi, sont en bonne position, mais suivent bien sûr les charcuteries. Alors dans la représentation du bas, vous avez souligné que, bien sûr, les fromages sont beaucoup plus salés que les autres produits laitiers, yaourts et lait. Alors maintenant, on pourrait passer aux constituants lipidiques. Les fromages comportent du cholestérol, ils comportent aussi des acides gras. Et un acide gras, on va dire qu'il est soit saturé, parce qu'il va être relié par ce qu'on appelle des liaisons simples, c'est juste un petit trait, ou alors insaturé, parce qu'on va trouver une double liaison. Or, quand on parle d'acides gras saturés, dans le domaine de la santé, on a tendance à y voir quelque chose de négatif parce qu'on dit qu'ils sont athérogènes. Athérogène, ça signifie favoriser la plaque d'athérome, et la plaque d'athérome, c'est ce qui se dépose au sein des coronaires. Ça peut vous faire ce que l'on voit ici en haut, en partie jaune, vous avez un dépôt qui se fait lipidique, qui se fait dans la coronaire, et puis ça grossit, ça peut finir par boucher et ça fait un infarctus, ça peut se décrocher, ça part ailleurs et ça peut faire un AVC et c'est une urgence médicale. Alors les acides gras saturés, ils vont favoriser le dépôt du cholestérol justement sur les artères. Ce cholestérol, il peut être dans l'alimentation, il y en a un peu dans le fromage, il peut venir majoritairement surtout du foie et il va être véhiculé dans le sang par des processus de transport qu'on appelle des lipoprotéines, et on en a une en particulier qui favorise l'arrivée du cholestérol vers les artères, c'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Donc, certains auteurs ont dit, très bien, donc manger du fromage, visiblement, qu'il soit cru ou pas cru, c'est pas très bon pour la santé, ça peut impacter au niveau cardiovasculaire. Et ces auteurs ont proposé une étude dans laquelle ils ont inclus des sujets adultes qui ont consommé d'abord pendant 3 semaines des yaourts de façon à s'acclimater, puis ensuite le groupe a été divisé en 2 avec pendant 5 semaines complémentaires, soit une consommation de yaourt qui est poursuivie, soit du fromage. En l'occurrence, c'était du camembert. Et puis, ils ont observé au bout de ce temps-là, et ils n'ont trouvé aucune différence significative en termes de tension artérielle, ni en termes des taux des lipides dans le sang. Donc, il conclut qu'une consommation modérée, car ici c'était en consommation modérée, n'est pas néfaste au plan cardiovasculaire. Alors bien sûr, en science et en médecine, on se pose toujours des questions et on analyse, on critique, pas forcément au sens péjoratif, mais au sens critique, les publications.
On peut s'interroger bien sûr sur le différentiel en apport calorique des deux produits, car le camembert était moins calorique que le yaourt en l'occurrence, et puis aussi sur la durée, parce que finalement 5 semaines dans une vie, c'est quand même relativement court. Alors, faut-il considérer que ces acides gras saturés, ils sont tous hétérogènes et faut-il les diaboliser? Eh bien, en fait, non, parce que dans les produits laitiers, on a beaucoup d'acides gras à courte chaîne. Ils ont déjà été cités, dont butyrate, propionate, acétate. Et ils sont intéressants. Alors, au niveau de la santé humaine, ces acides gras à courte chaîne dans notre système digestif vont être issus de la fermentation des fibres alimentaires en général, ou alors ils peuvent provenir des aliments eux-mêmes de façon constitutive, on en trouve dans les produits laitiers, ou encore on va trouver la participation des bactéries lactiques et donc les fromages au lait cru qui peuvent en fournir, et on y reviendra plus tard dans le diaporama. Ce qui est certain, c'est qu'ils offrent un rôle protecteur au niveau de l'intestin. D'une part, il a été démontré qu'il diminue la perméabilité intestinale à des toxines, à des pathogènes, et par ailleurs, ils apportent de l'énergie aux cellules du côlon. C'est pas inintéressant de bien faire fonctionner le côlon, car en fait, le cancer du côlon tue beaucoup dans nos pays. Qui dit côlon dit évidemment microbiote. Il a déjà été évoqué. On a déjà dit que nous hébergions beaucoup de microbes, c'est-à-dire de bactéries. Et vous avez ici une représentation des différents endroits de l'organisme où on peut en avoir. Le système digestif est extrêmement riche. Et vous avez sur la partie droite la graduation du nombre, avec en particulier, c'est vrai, le côlon, qui peut aller jusqu'à 10 000 milliards de bactéries par millilitre. C'est donc très riche. Ce microbiote, il est très influencé par notre alimentation en général. On a ici une représentation en couleur qui parle d'elle-même. Chacune des couleurs, en fait, c'est un type de bactérie. Et vous voyez bien que selon que vous avez une alimentation au Burkina Faso ou une alimentation en Italie, eh bien, vous n'avez pas les mêmes couleurs. Donc, votre microbiote dépend bien de votre environnement nutritionnel. Ce microbiote, normalement, il doit être équilibré pour que nous soyons en bonne santé. J'ai mis un esprit sain dans un corps sain, car les recherches sont explosives sur ce microbiote. On se rend compte à quel point il a des impacts santé. On va même maintenant jusqu'à comprendre ses liens avec le cerveau, son fonctionnement et le développement de certaines pathologies. Par contre, sur la partie droite, si jamais ce microbiote se déséquilibre, on appelle ça une dysbiose. Ça peut être du stress, de la maladie, un changement de nutrition, des antibiotiques. Eh bien, ce déséquilibre peut aller soit d'un stade 1 qui est un simple inconfort digestif jusqu'à des stades 3 à 4 qui peuvent être de vraies pathologies chroniques de l'intestin qui posent des soucis. Alors, on peut remarquer que la pasteurisation, on l'a dit, elle fait une petite dénaturation protéique, au moins de la bêta-lactoglobine. Et puis, au niveau des acides gras, elle va un peu secouer dans le process les acides gras et leur constitution des globules lipidiques, même si ça ne change rien sur les apports nutritionnels. C'est cette interface de communication avec le microbiote qui peut s'en trouver en effet modifiée. Et on pourrait dire que dans cette modification de dialogue avec le microbiote, peut-être qu'on modifie aussi un peu le système immunitaire de l'hôte. Bien sûr, comme on a parlé de microbiote, du nôtre, il faut maintenant parler de celui du lait cru, qui a sa flore. On a déjà vu ces représentations en couleur. Vous avez ici les représentations différentielles du microbiote entre plusieurs espèces animales, vaches, etc. On trouve même le lait humain qui est ici représenté. Et ce qui a déjà été dit aussi, c'est qu'il y a une très grande variabilité en fonction de la saison, ce que nous montre cette publication qui souligne l'impact de la température, de l'humidité, qui souligne par exemple dans son étude qu'il y avait une plus grande diversité au mois de juin qu'au mois de décembre. Sur le rond sont représentés les 12 mois et les variations de couleurs vous montrent combien ce n'est pas homogène. Alors, sur ces considérations dont on a déjà abordé, laissé entendre quelques points sur la santé, quels sont en effet les impacts de ces différences chimiques, physiques, microbiologiques sur la santé? D'une part, peut-on trouver des effets bénéfiques et surtout reposant sur quels constituants? Alors ici, je vous ai présenté l'étude Gabriela, c'est une sous-partie de l'étude Pasteur que je vais montrer juste après. Ça inclut 5 régions rurales en Europe et la publication ici parle d'un questionnaire fait sur plus de 8000 enfants avec les analyses de sang sur plus de 7000 et parallèlement la métagénomique faite aussi sur les échantillons de lait de vache. Les auteurs montrent des effets du lait cru, mais attention, non bouilli,
avec une consommation qui en effet est démontrée inversement proportionnelle au développement de certaines allergies de type asthme, eczéma, rhume des foins. On pourrait se dire c'est la riche diversité microbienne qui fait la différence. Pas du tout, il ne trouve aucune corrélation, pas plus d'ailleurs qu'avec les teneurs en matière grasse. Il se dirige plutôt vers une corrélation avec certaines protéines du lactosérum, dont la bêta-lactoglobuline dont on a parlé. Mais le sujet reste compliqué parce qu'il ne trouve un lien qu'avec l'asthme. Ensuite, je vous ai dit que ça appartenait à l'étude plus globale Pasture, qui est une très grande étude qui a été lancée il y a une vingtaine d'années sur 1000 enfants dans 5 régions d'élevage de pays européens, avec un suivi longitudinal qui est assez notable puisque ce sont les mères dès le 3e trimestre de la grossesse qui sont entrées dans l'étude et les enfants sont suivis jusqu'à leurs 16 ans. Ils sont partagés en 2 groupes, 500, ils sont tous en milieu rural, 500 consomment du lait cru, d'autres vivent en milieu rural mais achètent leur lait au magasin. Alors bien sûr, le schéma de droite est extrêmement compliqué, on ne va pas rentrer en détail, mais les auteurs signalent bien qu'en vert, on a des facteurs qui peuvent augmenter le risque allergique, en rouge, d'autres facteurs, d'autres mécanismes qui vont diminuer ce risque allergique. C'est intéressant de voir qu'on a plusieurs carrés, soit vert, soit rouge, ça montre le caractère quand même très multifactoriel du développement de l'allergie. Il n'y a pas que l'alimentation et pas que le lait, mais bien sûr, au sein de ces carrés, on peut retrouver la notion de lait pasteurisé qui serait dans les facteurs augmentant le risque allergique, alors que le lait cru est plutôt dans celui qui le diminuerait. Alors les auteurs ont fait pas mal de publications et ils regardent quels sont les constituants qui peuvent impacter cette modification. Pour le lait de ferme, ils disent que ce sont plutôt des acides gras insaturés, cette fois-ci avec plusieurs liaisons, qui sont les oméga 3, qui viendraient jouer dans cet effet de diminution d'allergie. Pour les yaourts, ça va être de nouveau cet acide gras à courte chaîne qui est le butyrate qui viendrait en première ligne. Et pour la consommation des fromages au lait cru, ce serait leur introduction vers 18 mois et leur diversité qui viendrait jouer un rôle. Alors eux, ils concluent que du coup, il y aura un intérêt à consommer des fromages et du yaourt un peu avant 1 an, mais on reverra pourquoi ils ne conseillent pas trop de commencer trop tôt le lait cru. Alors, dans tout cela, et dans le domaine pur de l'allergie, je n'ai pas mentionné du tout la flore, parce que ce n'est pas ce que trouvent les auteurs. Par contre, on a d'autres publications qui ont plutôt été dans le domaine de la bactériologie, ou de la flore en général. Par exemple, en haut à gauche, vous avez une étude pilote d'il y a une quinzaine d'années, qui a démontré que la consommation de fromage au lait cru pouvait diminuer la résistance aux antibiotiques de certains pathogènes, ce qui n'est pas inintéressant. Et puis, une synthèse très récente de 2022 qui s'intéresse beaucoup aux bactéries lactiques du lait cru, non seulement dans le processus d'ensemencement, mais aussi dans leur capacité probiotique potentielle. Et les auteurs soulignent dans leur schéma diverses propriétés plutôt probiotiques, par exemple faciliter la sécrétion de mucus qui protège la barrière intestinale ou entrer en compétition avec des pathogènes. Et on retrouve aussi la possibilité de favoriser l'apparition d'acides gras à courte chaîne qu'on a déjà mentionné, à type de butyrate qui protège le côlon. Mais bien sûr, il y a des risques potentiels, ils ont déjà été évoqués et toute la filière en est très consciente. Alors l'ANSES nous a donné en 2019 des avis et rappelle sur ce grand schéma toutes les différentes étapes dans tout le process auxquelles il faut faire très attention pour éviter la contamination bien sûr du lait cru et des produits dérivés. L'ANSES nous rappelle également que sur une fourchette 2014-2018, il y a eu en France 510 alertes. À noter que 11 d'entre elles, c'était des produits laitiers qui venaient d'ailleurs en Europe. Et souligne que pour les produits laitiers, ça concerne 10% des alertes des produits alimentaires en général. Par exemple, la grande épidémie de 1992, ça n'était pas des produits laitiers, mais plutôt des charcuteries. Alors, il nous donne cette représentation à droite où on voit que les origines, c'est 60% bovins. À 42%, c'est plutôt des pâtes pressées non cuites. Et on retrouve les bactéries qui ont été préalablement citées. Certes, la Listeria monocytogenes à 62%, d'autres, Staph aureus, la salmonelle, et puis les Escherichia coli qui sont producteurs d'une toxine qui est un petit peu agressive. On répertorie sur ces années-là 58 cas d'enfants qui ont consommé du lait cru ou des fromages. Alors ces différentes bactéries peuvent donner des pathologies qui sont tout de même assez graves. Ça peut mener à des avortements chez la femme enceinte, ça peut mener à des troubles très aigus, je pense en particulier aux Escherichia coli,
avec des possibilités de décès. Donc au final, on voit bien, vu le peu de nombre de cas, finalement, que le risque absolu, il est faible. Mais au plan sanitaire, on ne peut pas l'oublier, parce que ce sont des cas graves. Et donc, l'ANSES propose 2 orientations. Bien sûr, du côté du producteur, et toutes les filières le savent, il faut identifier les sources potentielles, il faut savoir maîtriser la mesure des dangers biologiques, et puis toute la maîtrise de la prévention. Et du côté des consommateurs, l'ANSES suggère d'éviter toutes les personnes sensibles, c'est-à-dire les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes âgées et ayant des troubles de l'immunité, qui préférentiellement ne devront pas consommer de produits au lait cru et dérivés, y compris des fromages. Alors, le consommateur a quand même son rôle à jouer. Il doit quand même penser à respecter les dates limites quand il achète un produit. Il doit aussi être vigilant sur la bonne tenue de son frigo, être vigilant sur la température, et puis être vigilant sur ne pas faire toucher des produits crus avec des produits non crus. Je vous remercie de votre attention.